Welcome, everybody, to the Public Defense and Crime Perspectives. I'm Peter Van Roy. I'm the head of the jury. We are going to make a public defense. So this is where Arthur will present his work to the world and in a way that is hopefully comprehensible, right, Arthur? And so I will explain to you how we organize it. So first, Arthur will present his work in a talk, which is around 45 minutes. Then the jury members will make questions and answers. After that, the audience also has an opportunity to make questions and answers. And so please be careful to prepare very hard questions for Arthur. And after that, the jury will leave for a short deliberation, and finally we will have a document. Okay, so I leave the floor to Arthur. Thank you. Je vais faire du coup ma présentation en français, mais je vous donne déjà mon titre en anglais à la base. Alors, je vais me permettre de le traduire. Alors, il s'agit d'un environnement de développement intégré pour applications gestuelles interactives, instantiation au geste radar. Alors, c'est un petit peu peut-être compliqué de voir exactement ce que j'ai fait à partir du titre. Et donc, je vais vous expliquer les concepts principaux. Déjà, une application gestuelle interactive, qu'est-ce que c'est? Ça va être des applications qu'on peut contrôler avec des mouvements de la main ou d'autres parties du corps, comme par exemple ma jambe ou le corps entier. Ces applications, ça peut être un livre de recettes virtuelles, un casque VR, etc. On a vu ça pas mal dans la science-fiction, par exemple dans des films comme Minority Report ou Iron Man en 2010. Mais on a aussi vu ça dans la réalité, par exemple avec la Nintendo Wii en 2006, où là on peut interagir avec des jeux grâce à des accéléromètres dans la manette qu'on utilise. Ensuite, après la Nintendo Wii, on a eu le Microsoft Kinect, là, qui a été un peu moins populaire, mais qui lui permettait aux utilisateurs d'interagir avec des jeux avec leur corps entier grâce à une série de caméras qui permettaient d'identifier les gestes des utilisateurs. Et plus récemment, on a eu des appareils comme l'Apple Vision Pro, où là, en fait, c'est un casque VR qui utilise les gestes de la main pour pouvoir contrôler l'environnement autour de soi. Donc, ces deux derniers exemples, ils se basent sur la vision pour reconnaître les gestes, et c'est une technologie qui a été montrée comme assez efficace. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des interfaces gestuelles? Il y a déjà un aspect de liberté de mouvement. En fait, on peut utiliser souvent son corps entier pour interagir, et c'est une liberté qu'on n'a pas spécialement avec les écrans tactiles ou les claviers et souris. C'est aussi sans contact la plupart du temps, donc niveau hygiène, c'est assez intéressant, par exemple dans des milieux médicaux ou dans des situations de crise sanitaire comme on a connu récemment. Il y a un aspect fun, c'est assez chouette de bouger pour contrôler un système, et un aspect naturel, alors là, qu'il faut un peu nuancer, parce qu'effectivement, on peut utiliser des gestes qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais c'est important quand on va créer une interface gestuelle de bien définir ces gestes. Vu qu'on a énormément de liberté, il faut que les gestes qu'on définisse soient facilement identifiables. Donc ça, c'est pour les applications gestuelles. Ensuite, je parle d'un environnement de développement intégré. Ça, c'est quoi? Ce sont des outils et des méthodes spécialisées qui vont aider les développeurs à créer des interfaces gestuelles de A à Z, donc du design au développement, à l'évaluation. Alors, pourquoi on a besoin de ces outils-là? En fait, développer une application gestuelle, c'est une tâche assez complexe, surtout si on veut faire une interface qui est vraiment facilement utilisable. On a plein de défis techniques. Donc, il y a un petit ensemble ici, mais aussi des défis au niveau de l'expérience utilisateur. Par exemple, on veut éviter que notre interface fatigue les utilisateurs au niveau physique pour pas qu'après 10 minutes, ils ne sachent plus interagir parce que leurs bras les fatiguent, par exemple. On veut aussi, idéalement, maximiser l'accessibilité de notre interface. Donc, on met quelqu'un face à l'interface, on voudrait qu'il sache directement qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire. Donc, développer des applications gestuelles, comme je l'ai dit, c'est une tâche vraiment complexe et qu'on peut vraiment simplifier avec des outils et méthodes adaptés. Ensuite, je parle d'instanciation au geste radar. Ça, c'est quoi? Déjà, un radar, c'est quoi? Je pense que vous avez tous une idée plus ou moins, mais je vais vite
aller en détail. Donc, c'est un outil qui va envoyer des ondes dans l'espace et ces ondes vont être réfléchies par des objets dans son chemin qui peuvent être par exemple un avion et là on utilise ça dans l'aviation, par exemple pour trouver la position en 3D d'avion dans l'espace. Mais dans notre cas, on va utiliser ça pour identifier des gestes de la main. Et donc, ça donne quoi? Le radar va envoyer donc les ondes vers l'objet, elles vont être réfléchies et on va obtenir ce genre de signal où en fait la zone un peu jaune et bleu foncé au milieu correspond aux réflexions de notre objet. À partir de ça, on va pouvoir identifier des informations comme la distance de l'objet par rapport au radar, mais aussi son amplitude, sa configuration au niveau de la surface de réflexion, etc., etc. Donc le radar, il va envoyer des ondes plusieurs fois et on va obtenir une suite de ces éléments-là qui va nous permettre d'identifier des gestes dans le temps. Mais s'il existe déjà des senseurs efficaces, par exemple, basés sur les accéléromètres comme la Nintendo Wii ou sur la vision, comme on a vu dans le Kinect ou l'Apple Vision Pro, mais pourquoi on s'intéresse au radar? L'intérêt des radars, c'est par exemple qu'on peut voir à travers des obstacles. Donc, je peux placer un radar sous mon bureau, quand même faire des gestes, même si son champ de vision est obstrué par rapport à ma main. On peut aussi voir des gestes dans l'obscurité ou dans des conditions lumineuses un peu difficiles. Par exemple, là où une caméra va pas si bien fonctionner quand le soleil tape dedans, le radar, lui, ne sera pas influencé par cela. Il y a un aspect de préservation de la vie privée, alors qu'il faut aussi un petit peu nuancer. Mais là où une caméra, vous connaissez sûrement pas mal de gens qui mettent des petits stickers sur leur webcam parce qu'ils n'ont pas envie qu'on voit leur visage et toutes les actions qu'ils font. Mais le radar, lui, ne peut pas, en tout cas la plupart des radars n'ont pas une résolution suffisante pour pouvoir identifier les traits du visage comme une caméra le ferait. Et donc, c'est plus facilement acceptable par les utilisateurs. Et enfin, il y a un aspect de compacité où on peut installer un radar dans à peu près n'importe quel objet, par exemple un téléphone, un ordinateur, une montre, ou même des meubles, si on souhaite interagir un peu partout dans notre environnement. Ça nous amène aux objectifs principaux de cette thèse. Donc d'abord, l'idée c'est d'explorer l'utilisation de radars pour la reconnaissance de gestes. Et ensuite, de proposer des outils et des méthodes pour faciliter le développement d'interfaces gestuelles radar utilisables. Tout du long de ma thèse, j'ai essayé de garder en tête 4 propriétés de qualité du logiciel. La compatibilité, l'utilisabilité, la maintenabilité et la portabilité. Ça nous amène à la première partie de cette thèse, un outil de développement. Alors ici, l'objectif, c'est de répondre à une problématique où on a d'un côté la recherche qui va produire des algorithmes, des techniques de traitement du signal, des senseurs, etc., qui sont super perfectionnés, mais pas spécialement toujours adaptés à une utilisation réelle en pratique. On ne donne pas toujours accès aux outils nécessaires pour les utiliser dans une vraie application. De l'autre côté, on a des gens qui vont essayer de faire des interfaces gestuelles, mais alors souvent en se basant sur des techniques opportunistes. Donc, ils ne vont pas spécialement bénéficier directement des résultats de la recherche, donc des dernières avancées, parce qu'en fait, soit certains n'ont pas encore les connaissances à ce niveau-là, et donc ne peuvent pas directement réadapter ces éléments dans une interface. Et donc, souvent, ça sera des techniques pas trop réutilisables. Donc, ça fonctionnera dans l'application, mais ça sera difficile à étendre à une autre application. Et donc, l'idée ici, c'est de rapprocher ces deux champs et de permettre une plus grande collaboration et donc plus d'innovation dans ce champ de la recherche. Donc, on propose pour ça Quantum Leap, qui a 2 composantes principales. Une pour permettre l'implémentation de reconnaissance de gestes en temps réel, et une autre pour permettre l'évaluation d'algorithmes de reconnaissance de gestes. Je vais d'abord me concentrer sur la première, et puis je parlerai de la deuxième ensuite. Alors, ici, l'objectif, donc, ça va être de résoudre les principaux challenges techniques de la reconnaissance de gestes pour le développeur, pour éviter qu'il perde du temps à réinventer la roue. Et donc, comment ça marche? D'un côté, on a des utilisateurs qui vont faire des gestes. Et de l'autre, on a une interface gestuelle.
Et l'idée, c'est de permettre le lien entre ces deux éléments en apportant Quantum Leap. Alors, donc, comme je le disais, l'utilisateur va faire des gestes. Les données du senseur vont être envoyées au framework. Et lui va réfléchir un petit peu. Et dire, ah là, j'ai reconnu tel geste. J'ai reconnu un V. Et il va donner cette information à l'application qui va pouvoir réagir en conséquence. Cet outil se base sur une architecture modulaire pour permettre de supporter un grand nombre d'applications. On peut sélectionner différents senseurs, différents ensembles de gestes qui vont servir à entraîner les algorithmes derrière pour la reconnaissance de gestes, et plein de modules que je peux adapter en fonction de mon application. Ensuite, il y a une API qui permet d'intégrer toute cette reconnaissance de gestes dans l'application en exposant le moins possible l'intérieur du framework à l'application. Permettre de facilement, par exemple, adapter la reconnaissance de gestes sans rien changer à mon application. Il vient aussi avec une interface de configuration qui permet de facilement sélectionner les différents modules qu'on veut utiliser, les configurer comme on le souhaite, etc. Et donc, par exemple, ici, je peux cliquer sur le reconnaisseur que je veux changer et j'ai accès à le choix du module et différents éléments de configuration. Par exemple, ici, je peux dire que je veux utiliser ces différentes articulations de la main pour la reconnaissance de gestes. Cet outil, on l'a évalué avec un ensemble de développeurs avec différents niveaux d'expérience. On a obtenu un score d'utilisabilité d'environ 78, ce qui est pas mal, mais on peut encore améliorer. Alors, une explication pour ça, c'est en regardant la charge de travail estimée par les différents participants grâce au score NASA-TLX. Et on remarque que ce qui est principal ici, c'est la demande mentale. Et pourquoi utiliser cet outil, ça demande autant d'efforts mentaux? Ça montre un peu qu'on pourrait améliorer l'outil en apportant des tutoriels pour que, même si cet outil simplifie fortement le développement de l'interface gestuelle, des tutoriels permettraient de encore faciliter plus ça en disant, voilà, il faut faire ça pour le configurer, ça simplifierait la tâche. Aussi, apporter des conseils pour sélectionner les différents modules et les configurer pour une application permettrait encore de diminuer cette demande mentale. Donc ça, c'est pour l'implémentation de la reconnaissance de gestes. Alors, on a aussi du coup la partie d'évaluation que j'avais mentionnée tantôt. Et ici, l'objectif, ça va être d'évaluer automatiquement des reconnaisseurs de gestes pour facilement, par exemple, sélectionner un algorithme de reconnaissance adapté à mon application, pour comparer différents algorithmes dans des environnements différents, avec des ensembles de gestes différents. Et aussi, par exemple, si je suis un chercheur, que je crée un nouvel algorithme, je voudrais peut-être mesurer ses performances pour voir à quel niveau, comment il se situe par rapport à ce qui existe déjà. Alors, comment ça marche? Je dois enregistrer un ensemble de gestes avec le capteur que je veux tester. Sélectionner un ou plusieurs algorithmes et je donne tout ça à mon outil. Ensuite, je sélectionne une procédure de test. Il y en a une dizaine différentes qui sont supportées. Et puis, je vais récupérer tous les résultats dans un format JSON standardisé qui me permet, par exemple, d'extraire des données comme des matrices de perfusion ici. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des éléments sont réutilisés par rapport à l'autre partie de l'outil, notamment tout ce qui est ensemble de gestes, dataset, donc tout ce qui est module, et même l'interface utilisateur qui se base exactement sur le même principe. Alors revenons un petit peu à nos propriétés de qualité du logiciel. Ici, on peut voir que notre outil, au niveau compatibilité, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte une standardisation. Donc, grâce à la standardisation de tous les éléments utilisés, on peut très facilement réutiliser des gestes, des modules dans différents contextes, différentes applications ou même différents systèmes, pas spécialement uniquement Quantum Leap. Au niveau maintenabilité, l'outil apporte une séparation des responsabilités entre, par exemple, l'interface utilisateur de l'application développée par nos développeurs et la partie reconnaissance de gestes, ce qui permet de facilement modifier la reconnaissance de gestes sans impacter l'interface et inversement. L'outil d'évaluation d'algorithme
aussi, lui, il apporte de l'aide au niveau développement d'algorithmes. Par exemple, si je crée un nouvel algorithme, je peux facilement l'évaluer, voir comment il se comporte et peut-être l'améliorer. Je peux aussi facilement améliorer la reconnaissance de gestes dans mon application en passant d'un algorithme à un autre, parce que en évaluant tout ça pour identifier le meilleur. Au niveau utilisabilité, cet outil permet aux développeurs de plus se concentrer sur l'expérience utilisateur en passant moins de temps sur l'implémentation. Et donc, résultant des meilleures applications. Et il permet aussi, grâce à la séparation des responsabilités, de personnaliser l'ensemble de gestes d'une application sans devoir impacter tout le reste du code. Donc, ce qui a été montré résulte en des plus grandes utilisabilités, en des applications plus utilisables. Pardon. Enfin, au niveau portabilité, grâce à la séparation des responsabilités et à l'outil d'évaluation, on peut très facilement passer d'un environnement A à un environnement B, donc adapter une application à un nouveau senseur, un nouvel ensemble de gestes, sans impacter le reste du code. Et au niveau de l'évaluation d'algorithmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de très facilement reproduire les résultats d'une expérience dans une autre équipe de recherche, parce qu'on peut tout partager, les outils, les modules, les gestes, et tout est standardisé. Donc, je peux aussi, par exemple, partager ces informations-là et tester avec d'autres reconnaisseurs qu'une autre équipe aurait développé. Donc, c'est tout pour ces propriétés. Alors, cet outil, on l'a utilisé dans plusieurs contextes, notamment pour évaluer des algorithmes. Ça, je l'ai fait dans ma thèse, mais aussi j'ai eu de nombreux étudiants mémorants qui en ont bénéficié dans le cadre de leur mémoire. On a aussi des mémorants qui ont créé des applications se basant sur Quantum Leap. Par exemple, ici, un outil pour contrôler une maison intelligente fait par 2 étudiants. Ici, une interface pour contrôler une présentation grâce à des gestes avec un bracelet autour de la main. Et il y a un peu plus longtemps, un collègue à moi qui a fait une application pour des professionnels de la santé, par exemple des chirurgiens, pour manipuler les images de patients dans la salle d'opération sans contact. Plus récemment, avec l'aide de mes amis, mon petit frère, collègues, et voilà, on a fait une application dans le cadre d'un hackathon en se basant sur Quantum Leap pour de la gouvernance participative. Alors ici, l'idée, c'est d'avoir une borne interactive où on utilise la reconnaissance de gestes pour attirer les passants et les informer sur ce qui se passe dans leur fil pour qu'ils puissent plus s'impliquer au niveau des travaux et mieux comprendre voilà, tout ce qui se passe. Et là, par exemple, c'est une personne, c'est la première fois qu'elle interagissait avec le système. Et donc ensuite, on a proposé le projet Large User Interface, où là, c'est une collaboration entre l'UC Louvain et le MIT Media Lab. Le but, c'était de pouvoir manipuler du contenu multimédia sur des grands écrans en interagissant avec des gestes et de la voix. Mais ici, je me suis concentré principalement sur les gestes. Alors, une petite démonstration. Et donc, en fait, on peut utiliser des gestes, par exemple, comme ceci, pour faire tourner une image. On peut zoomer en écartant le pouce et l'index. Donc, il y a tout un ensemble de gestes qui est supporté. Et même chose avec ici des vidéos. C'est pas un peu fort. On peut avancer dans la vidéo en bougeant le doigt, baisser le volume, etc. Et tout ça sans toucher aucun élément. Mais du coup, comment est-ce qu'on crée ce genre d'interface efficacement? Et ça nous amène à une méthode de développement, la deuxième partie de cette présentation. Alors ici, pour ça, on propose une méthode en 3 étapes. Donc d'abord, élaborer un ensemble de gestes. Ensuite, implémenter une interface gestuelle à partir de cet ensemble de gestes. Et enfin, évaluer cette interface. Alors, pourquoi élaborer un ensemble de gestes? La plupart d'entre vous sont habitués aux interfaces classiques, par exemple des smartphones, des ordinateurs ou des bornes comme les tickets de train.
mais pas spécialement aux interfaces gestuelles. Même si on a eu quelques-unes, ça reste quelque chose d'assez niche, où on n'est pas trop habitué. Et donc, c'est crucial de vraiment définir un bon ensemble de gestes, donc un ensemble de gestes qui va être intuitif, cohérent et inclusif. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Première partie, la première étape, ça va être d'identifier des gestes potentiels. Alors, on peut se baser sur la littérature et donc voir ce que d'autres chercheurs ont déjà fait, d'autres applications qui existent déjà et un peu s'inspirer s'il y a des gestes qui fonctionnent bien ou pas. Mais on peut aussi prendre les choses en main soi-même et faire de l'élicitation de gestes. Alors ici, l'idée, c'est qu'on va demander à chaque participant de proposer un geste par action dans l'application. Et donc, on va leur dire, voilà l'action dans l'application, réfléchissez à un geste et puis proposez-le. On peut voir ici, voilà, la personne réfléchit et propose un geste. Ensuite, on va agréger toutes leurs propositions et identifier les plus populaires. Pour ça, on peut calculer, par exemple, le taux d'agrément, qui est une mesure où plus elle est élevée, plus elle indique que la plupart des participants étaient d'accord dans leur proposition de geste. Si elle est basse, ça peut nous donner des informations au niveau, par exemple, on peut savoir qu'il va falloir plus faire attention pour bien introduire ce geste, parce qu'il y a des risques que la plupart des gens ne savent pas trop au départ comment interagir et faire cette action-là. Ensuite, on va, en se basant là-dessus, sélectionner notre ensemble de gestes pour obtenir un ensemble cohérent qui maximise l'utilisabilité de notre application. Comment on fait ça? On se base sur un ensemble de critères. Par exemple, on voudrait minimiser la fatigue de l'utilisateur, pas qu'après 10 minutes, ils doivent arrêter d'interagir parce que son bras devient lourd. On voudrait maximiser la compatibilité avec le senseur. Donc, tous les senseurs ne sont pas compatibles avec tous les gestes. Il y en a certains qu'on sait mieux reconnaître que d'autres. Donc, on veut s'adapter à ça. On veut maximiser le taux d'agrément, donc avoir des gestes qui soient cohérents, enfin que la plupart des utilisateurs apprécient et proposent dans notre étude des stations. Et enfin, avoir une cohérence entre toutes les parties de l'application pour ne pas avoir un même geste qui a des actions assez opposées à différents endroits. Alors, dans le cadre de Large User Interface, on a obtenu cet ensemble de gestes-ci et à partir de ça, on va les classer. Là, l'idée, ça va être de faciliter l'étape suivante d'implémentation. Et pour ça, on identifie notamment ici des gestes dynamiques. Ici, ce qui est important dans ces gestes-là, c'est la trajectoire de la main. Par exemple, un swipe ou pousser vers l'écran. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire et pas la pose de la main. Je peux swiper comme ça ou comme ça. On a aussi ici des gestes plutôt statiques. Ce qui nous importe, c'est la pose de la main pour la reconnaissance de gestes. Par exemple, un pouce vers le haut. Ça ne m'intéresse pas spécialement de savoir si le pouce bouge dans l'espace, je veux juste savoir si je fais un pouce. Et donc tout ça, ça va nous permettre de savoir comment on va les reconnaître ensuite. Et donc ça nous amène à la deuxième étape, implémenter l'interface gestuelle. Alors on peut le faire de plein de manières, par exemple tout soi-même, ça prend du temps, on risque de se tromper, de faire d'implémenter des bugs, etc. Donc ce n'est pas l'idéal. On peut aussi dépendre des gestes qui sont supportés par notre senseur. Alors là, le problème, c'est que tous les senseurs ne supportent pas nativement des ensembles de gestes. Et s'ils s'en supportent, ce n'est pas toujours cohérent avec les gestes qu'on a sélectionnés à l'étape d'avant. Et enfin, on peut utiliser des outils existants, par exemple Quantum Leap que j'ai présenté juste avant. Et c'est la méthode qu'on va privilégier ici. Alors, comment est-ce qu'on utilise Quantum Leap pour ça? D'abord, on va collecter des ensembles, des exemples de gestes pour chaque geste de l'interface. Pour ça, on va demander à des gens de venir, on va leur dire, tiens, vous devez faire ce geste-là, est-ce que vous pouvez le faire un peu à votre manière, mais en respectant le geste. La personne va faire le geste, on va enregistrer toutes ces données-là et construire notre dataset comme ça avec différents exemples. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on peut donner à l'outil notre ensemble de gestes, sélectionner tous nos modules. Pour ça, on peut s'aider de l'outil d'évaluation pour sélectionner le meilleur reconnaisseur, par exemple. Et ensuite, voilà, on implémente, on a sélectionné tous nos modules, on les a configurés et c'est bon. Ensuite, on doit connecter tout ça à notre application grâce à l'API. Donc, on va dire, quand tu fais tel geste, avec mon application, je veux qu'elle fasse telle action. Et voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, a priori, on a notre interface fonctionnelle.
Ensuite, il ne reste plus qu'à l'évaluer. Ici, on veut voir à quel point elle est utilisable, notre application, et identifier potentiellement des pistes pour l'améliorer. Et donc, on implique pour cela différents utilisateurs potentiels dans une expérience qui prend plusieurs étapes. Il y aura une étape de découverte, une étape d'apprentissage et une étape de test. Alors, en phase de découverte, ici, on va mettre les différents participants face à notre application sans rien leur expliquer. Et on va voir s'ils savent identifier quelles actions sont possibles, mais aussi comment les effectuer. Ensuite, après quelques minutes, on va leur apprendre réellement tous les gestes de l'application, au cas où ils ne les ont pas découverts par eux-mêmes. Donc, on va montrer le geste à chaque participant et ensuite leur demander de l'effectuer jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et enfin, on a la phase de test, où là, on va leur montrer un ensemble, leur demander de faire un ensemble de tâches simples. Là, ça sera par exemple juste effectuer une action dans l'application. Et puis, un ensemble de tâches complexes, où là, il y aura un objectif plus difficile à atteindre, qui va impliquer une série de tâches simples. Cette phase de test, on l'a fait à court terme, donc après plus ou moins 5 minutes après l'apprentissage, pour identifier si les participants se souviennent bien des gestes directement, mais aussi à plus long terme pour voir s'ils s'en souviennent, même quand on laisse plusieurs jours passer. Donc, on a pu appliquer tout ça à Large User Interface avec 17 participants entre 22 et 65 ans, et on a fait toute une série d'observations. Mais pour ça, si jamais je vous invite à me poser la question, peut-être tantôt, si vous avez envie de plus d'informations là-dessus. Ça nous amène du coup à la troisième partie de cette présentation, l'instanciation en geste radar. Parce que là, on a parlé du développement d'interface, d'un outil, d'une méthode, et ben là, on va étendre le champ des possibles et regarder au radar. Alors, la problématique ici, ben, c'est que le radar, il capture plein d'informations, beaucoup qui ne nous intéressent pas spécialement. Par exemple, dans les réflexions, on va avoir des objets fixes, les meubles, les murs, les plantes qui sont dans la pièce. Et ça va varier en fonction de la pièce où on interagit. On va avoir aussi des réflexions d'animaux, peut-être des chats qui passent dans la pièce, des personnes qui passent derrière nous. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ne nous intéresse pas trop. Quand on regarde aux données, par exemple, ici, c'est un enregistrement d'un geste. On remarque aussi qu'il y a une grande ligne au-dessus. Et ça, ce sont toutes des imperfections du radar. Donc, c'est en fait des réflexions des ondes à l'intérieur même du radar qui vont complètement noyer le reste du signal. On a aussi un problème où le signal radar peut être assez complexe à analyser. Donc, en fait, à partir de ça, c'est pas toujours évident de savoir quel geste a été effectué par l'utilisateur. Alors, une autre problématique, c'est si on regarde l'ensemble la plupart des publications qui ont été présentées dans la recherche, on peut obtenir ce genre de figure où là, chaque carré, c'est un modèle de radar. Et on remarque en fait qu'il y a énormément de modèles différents qui sont utilisés dans la recherche. Le problème, c'est que souvent, ces radars, ils sont assez similaires, mais pas complètement. Et les techniques de reconnaissance qui sont proposées sont souvent assez difficilement généralisables par quelqu'un qui n'était pas dans le champ de recherche, parce qu'elles sont adaptées à un dataset en particulier, à un ensemble de gestes en particulier, ou à un radar en particulier qui n'est pas spécialement directement compatible. Et donc, c'est quoi les solutions à tous ces problèmes? Pour ça, on propose un pipeline pour le traitement du signal radar dans le cadre de la reconnaissance de gestes. Alors, il consiste en 6 étapes principales. Et le but ici, ça va être de normaliser le signal, donc le rendre en fait similaire entre différents radars et simplifier ce signal pour mieux pouvoir identifier nos gestes. Alors, la première étape, donc, c'est logiquement, on va capturer les données du radar. Donc, en fait, on récupère les données du radar comme elles arriveraient. Et on voit ici, comme je le montrais tantôt, des réflexions internes qui cachent finalement à peu près tout notre signal. Il y a des réflexions de la main quelque part, alors il faut les deviner, mais elles sont là. Et donc la première étape, ça va être de retirer tous ces effets d'antenne. Pour ça, on construit un modèle du radar
qui va nous permettre d'obtenir en fait le signal qu'on devrait avoir si notre radar était parfait, entre guillemets. Donc, quand on fait ça, on voit maintenant, hop, une petite réflexion au-dessus qui correspond à la main qui se rapproche et puis qui s'éloigne. Ensuite, on va soustraire l'arrière-plan, retirer tous les objets fixes. Et il y a encore des choses qui ne nous intéressent pas trop dans ce signal. Par exemple, le radar, il va avoir une portée assez grande, mais tout signal ne nous intéresse pas spécialement, puisque à partir d'une certaine distance, le rapport signal sur bruit, donc l'intensité du signal qui nous intéresse par rapport au bruit, va être très mauvais. Et donc, en fait, on ne va pas pouvoir identifier des gestes à partir d'une certaine distance. Donc, pour ça, on décide d'ignorer le signal à partir d'ici environ 70 cm. Et on obtient en fait ceci. Voilà. Et donc ça, on pourrait l'utiliser par exemple pour entraîner un reconnaisseur classique, un réseau neuronal par exemple. Ensuite, là, on va faire des choses un peu plus compliquées et faire de l'inversion de forme d'onde complète. Alors l'idée, ça va être d'extraire deux paramètres de notre signal. La distance entre la main et le radar, qui nous donne une information sur la position dans l'espace, et la permittivité relative du milieu qui est définie par la main. Alors ça va nous donner une indication sur la pose de la main. Par exemple, cette permittivité, elle va être plus faible si je montre le poing, et plus élevée si je montre ma paume. Donc ça nous donne ceci. Alors on peut voir que sur les côtés, c'est pas très joli. En fait, c'est parce que la main, à ces endroits-là, est en dehors du champ de vision du radar, et donc le rapport signal-bruit est trop faible, et c'est problématique. Donc, on va filtrer tout ça et retirer, en fait, lorsque la permittivité est proche de celle de l'air, on va retirer tout ça et mettre une valeur par défaut et obtenir, en fait, ce genre de signal. Donc ça, c'est pour le pipeline. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les étapes ne sont pas spécialement utiles pour dans tous les scénarios. Mais on peut se baser sur uniquement peut-être les deuxième, troisième ou quatrième étapes pour, par exemple, entraîner un réseau neuronal convolutif. On pourrait utiliser l'étape 6, le signal de l'étape 6, pour faire de la trilatération et extraire une position en 3D de la main à partir du signal que je reçois par 4 antennes radar. Donc, ça nous amène aux propriétés de qualité du logiciel. Alors, d'abord, au niveau compatibilité et maintenabilité, ce qui est intéressant avec cette normalisation du signal, c'est qu'a priori, je peux passer d'un radar à un autre s'il fonctionne à des fréquences similaires. Et donc, je peux enregistrer le geste avec un radar et les réutiliser avec un autre radar, soit un peu différent, peut-être le même modèle, mais il y a toujours des variations et donc le signal ne sera pas parfaitement utilisable avec le même radar, mais d'un autre modèle. Le même radar, mais produit un autre, issu de l'usine, un autre, voilà. Ou même passer d'un modèle à un autre tant qu'ils opèrent à des fréquences similaires. Au niveau utilisabilité, grâce à ce traitement du signal, on peut obtenir une reconnaissance de geste plus précise et donc une plus grande utilisabilité, puisqu'on retire plein d'éléments du signal qui ne nous intéressent pas et qui peuvent même être négatifs pour la reconnaissance de geste. Et enfin, au niveau portabilité, on peut adapter plus facilement un système d'un environnement A à un environnement B, donc par exemple d'un radar à un autre ou d'une pièce à une autre grâce à toute la normalisation qu'on applique. Alors, on a fait quelques applications de tout ça. Donc, on a fait pas mal d'expériences. Et là, je ne vais pas détailler les résultats, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter après, notamment avec différents senseurs. Par exemple, deux radars, le Wallabot, une antenne Cornet, un Leapmotion pour pouvoir comparer avec des senseurs qu'on connaît un peu mieux. On a testé plein d'ensembles de gestes différents, des plus petits, des plus grands, avec différents types de gestes. Et aussi, on a testé en plaçant notre radar derrière différents matériaux pour voir si effectivement ça fonctionne toujours quand on le met derrière une planche de PVC, du bois ou du verre. Et on a remarqué que dans la plupart des cas, ça fonctionne. Alors le verre, ça c'est plus compliqué. Il y a quand même moyen, mais le rapport signal sur bruit devient assez faible et donc c'est plus difficile d'identifier les gestes.
Alors, croisons les doigts. Un petit exemple d'application qu'on a faite à Suceava, en Roumanie, avec des collègues roumains. Et là, en fait, on a un radar placé sous la table qui permet de changer le type de vidéo qu'on va montrer. Et alors, l'idée ici, c'était de combiner du tactile et du radar, voir un peu ce que ça pouvait donner. Alors, ça nous amène à la fin de cette présentation. Donc, en résumé, mais très très bref, je vous ai parlé d'un outil de développement d'applications gestuelles, Quantum Leap, qu'on a pu appliquer dans une méthode de développement pour interface gestuelle. Et là, cette méthode, je l'ai utilisée pour le développement de Large User Interface. Et enfin, j'ai discuté d'un pipeline de traitement du signal dont le but est vraiment de simplifier la reconnaissance de gestes en utilisant des radars. Alors, plein d'autres choses dans ma thèse. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à la lire et me poser des questions, n'hésitez pas. Mais je n'ai pas le temps de tout détailler aujourd'hui. Alors, c'est quoi les perspectives pour le futur? Donc d'abord, j'aimerais bien continuer l'exploration des gestes radars. Donc, on pourrait améliorer notre pipeline de traitement du signal parce qu'il y a encore des soucis, des choses où on pourrait normaliser le signal de différents utilisateurs pour améliorer la reconnaissance de gestes dans ces contextes-là. On pourrait faire aussi de la trilatération, comme on en a parlé tantôt. On pourrait aussi pouvoir tester d'autres types de gestes, d'autres radars, d'autres algorithmes, notamment, par exemple, ici, d'autres types de gestes, ça peut être la respiration. Là, on voit qu'avec notre radar, on sait facilement identifier la respiration de l'utilisateur et ça permettrait à des gens qui sont paralysés totalement de quand même interagir sans devoir avoir une paille qu'on leur met dans la bouche, donc d'une manière plus chouette pour eux, en fait. Ensuite, j'aimerais bien pouvoir combler les lacunes de Quantum Leap parce que c'est un outil très chouette qui fonctionne bien, mais il y a pas mal de choses qu'on pourra encore améliorer. Et pour ça, avec mon collègue Mehdi, on est en train de concevoir un outil. Donc, on a pour le moment pas mal d'éléments qu'on est en train de définir et notamment des idées aussi de comment on voudrait que cet outil se présente et fonctionne. Et donc, il y a aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités qu'on voudrait intégrer. Alors, voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et merci beaucoup de votre écoute. Et encore, merci à tous les organismes qui m'ont soutenu, soit financièrement, soit avec leurs conseils et leur accueil dans toute ma thèse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arthur, pour cette donnée exposition. On va maintenant passer à la phase questions-réponses. C'est d'abord les membres du jury qui vont poser des questions. Je vais demander d'abord au professeur Paolo Boselli de poser une question. Oui, oui, c'est ça. It can be in French or in English. It's okay. Oui, in English. Yeah. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est quoi? On a dit juste 133 diapositives sur 180. Qu'est-ce que vous cache derrière? Beaucoup de choses. Tout ce que j'ai voulu dire et que j'ai pas pu dire, j'essaie de le dire. Ah, ok. On va pas faire. J'ai une autre question. C'est par rapport à l'expérience avec vos sœurs. Quelle est la partie mathématique que vous souhaitez être mieux développée dans la reconnaissance, dans tous les procès? En particulier, je sais que je suis intéressé à la segmentation, mais je ne sais pas si par rapport à ton expérience, c'est vraiment la chose qui manque plus du développement mathématique en tant que Justement, j'allais mentionner la segmentation parce que c'est là où je pense l'élément qui pourrait le plus être amélioré, surtout dans le cas des radars ici, c'est tout ce qui est segmentation. Je pense qu'il y a moyen de se baser, par exemple, sur tout ce qui est issu de l'inversion du signal, peut-être pour pour reconnaître les gestes. Et pour ça, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup me concentrer là-dessus, mais je pense que ça aurait beaucoup d'intérêt.
Donc oui, moi, ce serait la segmentation aussi. Et je pense qu'en général, c'est là où il y a le plus besoin encore d'amélioration. Vraiment, en général, par exemple, des outils comme le Apple Vision Pro, ben, de ce que j'ai vu, oui, ça marche pas mal, on sait reconnaître les gestes, mais souvent, on se base aussi là sur des poses de la main. Donc, par exemple, si je fais ça, je peux agrandir une image, mais la segmentation se fait sur base de poses de la main, mais pas. Donc, je peux pas me dire, je vais faire ça, passer à la slide suivante et être sûr que ça va bien fonctionner. Et donc, je pense qu'en général, la segmentation pour rendre cette interface plus utilisable serait là où il faut se concentrer. Après, je ne sais pas à quel point c'est faisable sans rentrer carrément dans le cerveau des gens pour savoir même ce que eux veulent faire, en fait. Parce qu'à partir de l'extérieur, c'est toujours difficile de savoir exactement les intentions des gens. Mais je pense qu'on pourrait, en tout cas, beaucoup améliorer tout ce qui est segmentation. Donc, c'était résolu. C'est pour votre présentation. Un problème avec les interfaces gestuelles et le développement. Comment est-ce que nous pouvons connaître quels gestes sont disponibles sur une application? Vous savez quelques pistes, des conseils pour Mais en fait, oui, je pense que allez, par défaut, effectivement, c'est un souci parce que même si on fait des études d'illustration, même si on utilise les gestes que la plupart des gens savent, ont proposé en fait, et chacun a quand même un peu sa manière de faire, et à moins que le système soit vraiment très tolérant dans la manière de reconnaître, c'est pas évident. Quand la personne va tester le geste, et peut-être que ça va pas réagir, ils vont se dire, ah ben non, c'est pas ce geste-là, et abandonner complètement. Donc, il y a sûrement déjà un aspect de peut-être identifier quand le geste est suffisamment similaire, mais pas assez pour que la reconnaissance soit, le geste soit reconnu directement. Peut-être dire, tiens, vous avez fait un geste, peut-être que vous vouliez faire ça et le montrer à l'utilisateur pour pas qu'il abandonne directement. Parce que souvent, c'est le cas. On pourrait aussi, je pense qu'il faut apporter les gestes aux utilisateurs, mais d'une manière très, pas directement tout, parce que alors ça donne beaucoup d'informations à garder en tête. Et en fait, quelqu'un qui voudrait, par exemple, passer dans la rue, interagir avec la borne qu'on a montré tantôt, s'il y a 10 gestes à apprendre avant de pouvoir commencer à bouger, la personne sera déjà partie. Donc, il faut vraiment être progressif à ce niveau-là. Ou alors, si ce sont des applications dont le but est de vraiment attirer les gens directement dans la rue, dans des contextes comme ça où il y a peu de patience, avoir un ensemble très très réduit de gestes et directement donner ces infos au début. Mais alors qu'à la maison, là, les gens sont plus patients aussi. Par exemple, quand j'utilise un ordinateur pour la première fois, je vais avoir la patience pour apprendre ces gestes et voir des tutoriels. Donc, je pense que la façon d'introduire les gestes devra être très dépendante du contexte. Je ne sais pas si ça... Comment est-ce que tu révèles le futur de cette technologie et la société là, Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien que créer des interfaces gestuelles, ça soit quelque chose de facile, en fait. Enfin, quelque chose de pas plus compliqué qu'une interface classique. Parce que je pense qu'un gros frein pour le moment, c'est justement cette complexité. C'est le fait qu'il y ait un grand ensemble de différents senseurs qui existent, de technologies pour ça. Et donc, si moi, du jour au lendemain, je décide de créer cette interface, même avec des outils, ça aide déjà beaucoup, mais même avec des outils, il faut que je pense aux 50, 100 configurations possibles que les différents utilisateurs ont et m'adapter à tout. Et si moi, je suis pas dans ce milieu-là, je suis perdu en fait. Et donc, pouvoir harmoniser les différents senseurs, les différentes technologies, peut-être avoir quelque chose qui finalement normalise le signal, pas uniquement entre radars, mais entre tous les senseurs.
et permet aux développeurs de se dire, voilà, je veux faire mon interface, j'aimerais bien avoir ces gestes-là. Eh bien, est-ce qu'ils sont compatibles avec ces senseurs-là? Peut-être les adapter, avoir un fallback, en fait, qui permet de, si avec un certain senseur, certains gestes ne sont pas compatibles, et que le système me propose même tout ça, enfin d'autres gestes, et donc être vraiment assisté tout du long pour simplifier au maximum tout ça et permettre la démocratisation de ces interfaces, parce qu'en soi, la technologie est là. Je pense que les applications sont là, enfin, l'utilité en tout cas y est, et donc il nous manque juste la facilité d'accès. Maintenant, on passe au professeur de Merci pour la présentation. J'aimerais qu'on parle de tutoriel. Comment tu vois ça concrètement dans un contexte, on va dire, pas professionnel? Les gens ne connaissent pas le système, ils vont avoir des idées, etc. Dans le cadre des applications gestuelles elles-mêmes ou du développement des applications? Ah oui, donc l'utilisation. J'ai vu un article, j'ai oublié les auteurs et le nom, où justement ils essayaient d'introduire des gestes aux utilisateurs et par exemple couper l'utilisateur dans l'utilisation faisait qu'ils partaient. Donc leur dire hop, on vous stoppe, faites ce geste-là pour faire ça, le temps de voir la vidéo, le fait d'être coupé de son immersion, les gens partaient. Donc je pense qu'une vidéo, c'est pas le plus adapté. Après, peut-être que ça peut être adapté, mais alors vraiment en l'intégrant dans l'expérience de l'utilisateur. Et donc pas en stoppant l'input et en leur disant arrêtez tout ce que vous faites, regardez ça. Non, en leur peut-être les intégrant ou ce que je trouvais très intéressant, c'est en 2D. Il y a des exemples d'interface où là, la personne commence un geste et l'interface montre comment le continuer. Je pense que là, ça pourrait après avoir comment on peut l'étendre bien à la 3D. Mais ça pourrait être plus intéressant parce que là, on garde l'immersion et on guide juste dans tout ça. Et je pense que c'est très important de garder l'immersion parce que donner ce côté naturel, en fait, de pouvoir interagir en bougeant le corps et puis que ça fasse plus rien. Mais autant avec la souris, on peut accepter ça parce que en fait, on interagit avec un autre truc. Autant dans le cadre de l'interaction gestuelle, c'est presque une extension du corps. Et si on nous prive de ça, bah, ça frustre et c'est pas très chouette. J'ai regardé la vidéo de commission de l'emploi du Général, qui a fait 15 minutes. Qui regarde une vidéo de 15 minutes pour commencer à utiliser un système? Je vais la main. Une personne. Mais donc, tu vois, c'est précisément la question, regarder une vidéo sur une autre plateforme d'investissement pour être avec YouTube et le système, peut-être pour intégrer, comme tu l'as bien suggéré, pour une question, c'est une question précédente, pour que la complexité progresse au fur et à mesure, pour pas écraser l'information des utilisateurs et des utilisateurs. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, et que je voulais souligner dans la thèse, c'est l'effort qui a été fait sur la mémorisation à long terme. Ce n'est pas une chose aisée à faire. Et donc, tu as deux collègues de données, quelques minutes après, et puis entre 3 et 14 jours. Est-ce que ça ne serait pas une idée, en fait, que le système automatiquement fasse ce type de prélèvement tu vois, de log file, de quoi, à chaque X utilisation, de façon à pouvoir monitorer la progression et être un peu intelligent et de te dire, ah oui, alors, dans ce liste-là, tu pourrais faire ça vraiment, ça s'appelle. Et donc, pas avoir 15 minutes de vidéo, ça n'a pas de sens. Des petits fragments de quelques secondes de toi et je te laisse immerger. Parce qu'alors, on ne va pas changer différentes plateformes. Personne ne veut ça.
Non, je pense que effectivement, c'est Est-ce que c'est atteignable, le monitoring? Et est-ce que c'est atteignable le fait qu'en fonction du diagnostic de ce monitoring, on peut non, en fait, à partir des données du reconnaisseur, on peut extraire, par exemple, à quel point le reconnaisseur est confiant dans enfin, s'il a reconnu un geste, il peut dire, ouais, t'es confiant que c'est celui-là ou t'hésites avec celui-là. Donc peut-être voir si finalement il y a des erreurs à ce niveau-là. Donc le participant fait peut-être enfin l'utilisateur fait peut-être le mauvais geste entre guillemets parce qu'il n'y a pas de vraiment mauvais geste, mais et donc savoir à quel point tout du long de son utilisation euh, il, il est efficace à ce niveau-là et le système est efficace pour reconnaître. Et peut-être du coup à partir de ça, je pense qu'on peut à la fois le système peut suggérer à l'utilisateur de dire tiens recalibre le système, refais peut-être ce geste-là et celui-là pour qu'on puisse mieux le reconnaître, mais aussi allez, là, ça fait 2 jours que tu gères, quoi. Ben, apprends ce geste-là peut-être, ou tiens, est-ce que tu serais intéressé par ça? Et puis on peut aussi, et ça après, on peut monitorer l'utilisation de l'application, peut-être même en local, pour éviter des soucis au niveau de la privacy, mais et savoir où l'utilisateur va, et du coup, oui, proposer en contexte. Si l'utilisateur aime bien manipuler des images, ben, à un moment lui dire, tiens, si tu veux changer la couleur, tu peux faire ça. Et enfin, voilà, je pense qu'effectivement, ça c'est faisable et ça serait intéressant de graduellement introduire les nouveaux gestes. Tu disais, à un moment donné dans la présentation, qu'il atteindre de ce niveau-là de connaissances peuvent venir rentrer dans la tête des gens. Comment est-ce qu'on peut plus conserver ce type de processus du point de vue d'utilisateur? Pas de développeur. On peut garder les mains plus dans la main. Peut-être pas rentrer dans les têtes des gens, c'est un peu ambitieux. Peut-être alors avoir les gens, enfin, comment tu penses que tu pourrais moins demander les gens ce qu'ils peuvent faire? Bah, il y a déjà l'idée parce que Apple fait, et donc quand l'utilisateur a le contrôle sur quand il veut faire un geste, alors il doit réfléchir, c'est un peu plus fatigant mentalement, et dire voilà, je veux faire un swipe, et si je veux pas que tous mes mouvements soient reconnus quand juste j'explique des choses, et il faut qu'alors je fasse ça par exemple, et je swipe. Et alors, quand cette pose de la main est reconnue, l'utilisateur a le contrôle et l'interface réagit. On pourrait le faire, c'est faisable, j'ai déjà testé. Donc ça, c'est une manière. Mais D'autres. c'est l'utilisateur. Enfin, je veux dire, j'ai déjà testé de l'implémenter. Enfin, oui. Mais donc ça, c'est faisable et c'est ce que Apple fait. Alors, par exemple, oui, si je veux agrandir une image, je ne peux pas faire comme ça. Je dois prendre les points et faire ça. Ça, c'est Apple. Voilà, Apple fait ça, mais est-ce que le problème, donc, c'est ça, ça demande. On ne peut pas encore avoir ce côté de naturel où le système sait directement ce que je fais. Enfin, on pourrait peut-être alors, ou alors il faut vraiment adapter le système à l'utilisateur et à ses mimiques, peut-être à sa manière de fonctionner, parce que tout le monde a. Bon, si moi je peux faire un geste et que je veux que le système interagisse, je vais avoir des façons de le faire qui sera différentes. Enfin, ça, quand je veux faire passer la slide suivante, sera peut-être différent de quand je parle. Et donc reconnaître ça, mais qui peut varier entre différentes personnes, ça permettrait de donner ce contrôle qui serait presque naturel, puisque c'est notre façon d'agir tous les jours, mais à voir à quel point c'est faisable. Et il y aurait sûrement besoin d'une phase de calibration où on demande à l'utilisateur de juste faire sa vie en fait face au système. Mais ça serait à analyser. Ok, merci. Moi, j'ai aussi une question, deux questions principalement. D'abord, quelles sont les perspectives pour la précision? Quelle est la précision de geste? Est-ce que si je fais un petit geste et je fais un cercle de 2 cm ou 5 cm, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est
une précision, quelles sont les perspectives pour ça? Je pense par exemple, il est comme ça, le langage de signes, pour pouvoir reconnaître ça, il faut une plus grande précision, non? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais on a des collègues à Namur qui travaillent sur la reconnaissance langage des signes. Donc, c'est faisable, mais ça va dépendre du senseur qu'on utilise. Par exemple, le Leapmotion, ce qui est très chouette appareil, il est capable d'une précision plus ou moins au millimètre tant qu'on est dans les bonnes conditions. Donc, si les mains sont au-dessus, donc on ne peut pas faire un geste comme ça, avoir le Leapmotion là, tant que les conditions de lumière sont bonnes. Et par exemple, je pourrais faire ça et ça sera très bien reconnu si le senseur est là. Mais comme la caméra est en dessous, et si je fais ça, il va avoir un peu plus de mal à voir où est mon pouce. Et donc, il va avoir une très grande précision pour les doigts qui sont face au senseur, mais peut-être pas pour ce qu'il ne voit pas. En fait. Donc ça va vraiment dépendre beaucoup de la technologie. Après, on peut imaginer de la fusion de senseurs, donc avoir un Leapmotion en bas et puis d'autres caméras au-dessus ou des radars qui vont permettre alors, en combinant toutes ces données, d'avoir une encore plus grande précision dans tous les contextes différents. Par exemple, si j'ai un ensemble de gestes qui demande une relative grande précision dans plein de contextes, mais peut-être que je voudrais, quand les conditions lumineuses sont bonnes, utiliser la caméra, mais la nuit, me baser alors sur un backup de radar uniquement, et quand même avoir un système qui fonctionne dans ces scénarios-là, peut-être un tout petit peu moins bien, mais quand même. Mais donc, oui, ça va dépendre beaucoup du senseur. Avec le radar, par exemple, moi j'ai utilisé le Wallabot beaucoup, où il a pas mal d'antennes qui sont relativement proches. Et donc, l'idée, c'est de faire ça pourrait être de faire de la trilatération, donc identifier la position en 3D de ma main pour peut-être dessiner forme. Sauf qu'avec la proximité des différentes antennes, c'est pas évident d'avoir une grande précision à ce niveau-là pour extraire la position 3D. Par contre, je pourrais tenter et mettre des radars à une plus grande distance l'un de l'autre, et là, avoir une plus grande précision avec moins d'antennes. Mais ce serait à tester aussi. Okay, très bien. J'ai une question par rapport à l'intégration d'une interface gestuelle avec d'autres techniques d'interface plus traditionnelles. Donc, moi, je vois quand on a une grande application, je sais pas, PowerPoint, autre, on ne va pas tout faire en gestuel, mais on part tout ce qui est pour le mieux en gestuel. Il y a d'autres choses qui sont peut-être mieux avec une souris ou une tablette ou d'habitude. Comment tu vois l'intégration des différentes techniques d'interface? En fait, Large User Interface, quand j'ai parlé de l'interface gestuelle, mais techniquement, toutes les actions sont possibles à la souris ou en tactile. Donc, c'est faisable. Le souci, ce qu'il faut garder en tête, et ça, je ne l'ai pas vraiment tenu compte dans l'application, c'est, par exemple, si j'ai mon Leapmotion ici, qui va capter mes gestes du long. Donc, quand je fais l'interface, quand j'interagis avec les gestes, c'est bien, mais si je prends ma souris, je peux interagir au clavier souris et que je commence à taper, et alors que mes gestes vont continuer à provoquer des actions alors que je ne veux pas, mais là, il faut identifier que l'utilisateur est en train de faire autre chose et il n'utilise pas l'interface gestuelle pour désactiver ces gestes temporairement, peut-être. Même chose quand j'utilise un écran tactile. Par exemple, si je veux aller toucher l'écran, j'ai un geste comme ça qui permet de faire play pause, par exemple, dans une vidéo, mais aller toucher l'écran, ça pourrait être perçu comme play pause. Donc, il va falloir faire attention à ces gestes qui ne sont pas vraiment des gestes, mais qui sont des actions auxquelles on peut s'attendre. Sinon, en dehors de ça, je pense que les deux sont effectivement combinables et souhaitables dans certaines situations, puisque avec les gestes, on n'a pas toujours autant de précision qu'avec une tablette graphique, un écran tactile ou une souris. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre exprime dans plein de temps. Oui, mais vous êtes des formateurs, mais
Donc, on va déjà pour le groupe. Oui. Donc, justement, je vais maintenant passer aux deux personnes qui sont les plus proches du candidat, c'est les deux promoteurs. Donc, Sébastien Lambeau et Jean Van Devant. Donc, si vous avez des questions, des multiples questions, peut-être. Et donc, j'avais juste une question. Donc, quel serait ton rêve en termes radar pour la suite et donc soit en termes technologiques? Donc, est-ce que les radars existants permettent de répondre aux besoins ou est-ce qu'il faut un design radar très spécifique? Ou alors, en termes d'algorithme, quelle serait la prochaine étape au niveau de traitement du signal radar? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses que je trouverais chouette. Si je devais, moi, là, tester quelque chose, je testerais avec vraiment des radars pas chers et les placer à une certaine distance, voir oui, si je sais avoir un curseur dans mon application à partir de ces infos-là, par exemple. Mais j'ai vu aussi, ça fait déjà un moment, mais c'était un radar qui, lui, permettait d'avoir une résolution suffisante. Enfin, c'est un réseau d'antennes qui permettait d'obtenir, avec une grande résolution, de même mapper, par exemple, la forme de la main, des choses comme ça. Et je me demande à quel point ça, on pourrait en bénéficier pour justement obtenir quelque chose de proche de ce qui est visuel dans le motion, mais avec un radar qui fonctionne, lui, dans plein de conditions différentes, en fait, et qui est peut-être, en tout cas, plus fiable dans des conditions, par exemple, à l'extérieur, où on peut vraiment, ça peut très fort varier. Donc ça serait chouette. Au niveau algorithme, je pense, en tout cas, la prochaine étape qui serait intéressante, c'est de bien se concentrer sur la segmentation des gestes et voir ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Tu as montré comment ton outil logiciel permet de tester dans quelle mesure un reconnaisseur est précis. Dans les conclusions, on montre que le reconnaisseur ne confond pas plusieurs gestes différents. Ça, c'est du côté système. Maintenant, du côté utilisateur, l'être humain que nous sommes, nous n'aimons pas des formes ou des gestes qui sont trop proches. Donc, si je dessine un rectangle normal, un rectangle au point arrondi, un rectangle au point carré ou un trapèze, ce sont des formes qui sont très proches et donc risque de confusion du point de vue de l'utilisateur. Est-ce que tu pourrais montrer dans ton pipeline où est-ce qu'on pourrait alors introduire une matrice de confusion utilisateur et pas système? Finalement, j'ai l'impression que ça se ferait presque enfin, en fait, au même niveau que la matrice de confusion. Enfin, si je comprends bien la question, au même niveau que la matrice de confusion classique, puisque je pourrais utiliser, ou non, en fait, oui, je vais remettre le truc, ça sera plus simple. Alors, est-ce que notre connaisseur, il arriverait? Ah oui, je l'avais là. Allez, hop, hop. Là. Voilà. Donc notre connaisseur, il peut nous donner, comme je le disais tantôt, une mesure de à quel point il est sûr de son résultat. Mais aussi, dans certains cas, si on utilise des KNN, en fait, il peut nous donner on peut extraire les voisins les plus proches en fait, d'un geste. Et donc, il va nous dire, tiens, j'ai reconnu un carré, mais le carré avec des coins arrondis, il était proche aussi. Et donc, on peut extraire de ces informations que le reconnaisseur nous donne, c'est cette proximité entre les gestes. Bon, là, du coup, c'est dans l'autre outil, mais c'est similaire avec l'outil de benchmarking. Et je pense même qu'il y a des articles qui ont déjà été publiés où l'idée était de donner un ensemble de gestes et de dire si certains étaient très proches l'un de l'autre. Et finalement, si le reconnaisseur a du mal à reconnaître le geste, souvent, c'est parce qu'il est assez proche. Et donc, pour l'utilisateur, ça peut être assez similaire à ce niveau-là. Mais ça serait à analyser un peu plus.
Ok, maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a des gens ici présents qui ont des questions pour le candidat? Je reviens sur la question du vent. Avec l'outil de similarité, je sais pas si tu parles vraiment de similarité et de geste, mais il n'y a pas de outil qui va faire, ça pourrait être une exception de similarité. Donc, même sur la similarité, où est-ce que tu crois même que c'est une boucle d'utilisateurs sur l'univers? Mais ça, je me demande si ça aurait sa place, entre guillemets, dans l'outil lui-même, mais ou plutôt dans une expérience à côté, même presque psychologique, en fait. Est-ce que, par exemple, si c'est des formes ou tel geste semble trop proche ou pas, et leur voir peut-être même, allez, je réfléchis comme ça, hein, mais leur apprendre un geste et puis leur donner après de manière random le même geste, ou peut-être un geste légèrement différent et voir s'ils se rendent compte que c'est pas le même, que c'est trop proche ou pas, ou même les mettre face à une interface où on a mis des gestes similaires et voir sur lesquels ils tiquent et sur lesquels il n'y a aucun souci. Il y a plusieurs manières, je pense, de regarder ça, mais je pense qu'alors ça demandera vraiment un input, si on veut aller vraiment loin, de l'utilisateur lui-même, à moins que, mais je ne sais pas, je ne connais pas là-dedans, mais à moins qu'il y ait des règles, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait expliquer, je sais pas, que la plupart des gens vont faire ça ou préférer ça, ou qu'il y a du coup des règles qui définissent quelque chose qui va être préféré. Peut-être qu'on sait faire ça avec le geste, mais je ne sais pas. Est-ce que existe et officielle, si je peux dire ça comme ça, tout en sachant que la médecine belge n'est pas française, mais que la médecine C'est une bonne question. En vrai, j'imagine que c'est possible. Après, le seul truc que je vois, c'est que les interfaces gestuelles, on aimerait bien qu'en allez, quelques minutes, c'est bon, que le langage des signes, on peut se permettre une grande proximité entre les gestes, parce que les gens vont passer du temps à l'apprendre comme l'idée, en fait, c'est par exemple ici, apprendre le français, c'est un peu compliqué, mais pouvoir différencier deux sons très différents, ben, c'est facile. Et avec les interfaces des gestes, ce serait l'idée. Après, effectivement, il y a sûrement moyen du coup, d'identifier les éléments ou le minimum qu'il faut entre deux gestes, qu'on soit capable de le différencier. Mais est-ce que ce minimum-là, dans le cadre du langage des signes, est le même que dans le cas d'une interface gestuelle, où là, on aimerait bien avoir 7-8 gestes maximum, enfin, en tout cas, à un moment donné. Ça, je ne sais pas, mais on pourrait, effectivement, en tout cas, s'inspirer de ça et voir ce qu'on peut en tirer. Merci. Merci beaucoup. Ah, il y a une question. Dans l'introduction, on avait parlé que les radars permettent de voir l'entièreté du corps, mais on a parlé que des gestes de la main. Qu'est-ce que ça coûterait au niveau de l'implémentation d'un framework de rajouter une interface lithographique? A priori, il faut modifier le sensor, peut-être. Dans le cas du Wallabot, probablement, parce que là, le radar, en fait, il a un champ de vision plus faible et une portée assez faible avant que le signal ne soit plus très intéressant. Donc peut-être utiliser alors un radar ou un autre senseur qui a une plus grande, enfin, qui est plus adapté aux gestes du corps. Par exemple, dans le cas du Leap Motion, où là, c'est les gestes de la main, on pourrait passer à un Kinect qui, lui, va capter le corps entier. Et ensuite, utiliser ces données-là. Pour le reste, on le modifie, on le met dans le système. On devra enregistrer des exemples de gestes du corps, les donner au système. Et après, fondamentalement, à part modifier peut-être quelques réglages dans le connaisseur, il y a moyen que ça fonctionne directement sans rien changer à l'interface. Puisque, enfin, si en tout cas, allez, par exemple, si je donne le même nom ici, parce que ça fonctionne avec des noms de gestes, mais si je dis
ça, c'est suivant, et que avec le corps entier, si je fais ça, c'est suivant, par exemple, eh ben, et que je donne le même nom, en fait, je dois juste changer ça dans le framework et rien changer à mon application. Ça peut se faire simplement, mais là où le challenge va être, c'est vraiment sélectionner le senseur et puis identifier des nouveaux gestes peut-être qui impliquent tout le corps. Là. Merci beaucoup. Donc, on va remercier le candidat pour les très bonnes réponses à ces questions. Le jury va se retirer pour une courte délibération, mais ne quittez pas la salle. Après, on va revenir pour notre